لا، في الطريق بين السودان لليبيا شهور، وبعد في ليبيا برضه يدخلونا في السجون. أيوة. Bélib, في ليبيا نعم. on met en prison en Libye. Bonsoir à tous, venus nombreux pour cette clôture de la semaine autour de l'exposition We Dream Under the Same Sky que vous avez à droite et qui sera réellement conclue dans 2 heures par la performance musicale de Uriel Barthélémy vers 21h, ce qui nous laisse un petit peu de temps avant pour discuter, présenter 4 très jeunes projets. Et puis que vous puissiez poser un maximum de questions sur des choses que vous n'auriez pas compris ou que vous voudriez en savoir plus. 4 jeunes projets puisque à ma gauche, le Refugee Food Festival représenté par Marine s'est lancé en juin 2016. À ma droite, l'Action Emploi Réfugiés a été lancée en janvier 2016, donc aussi très récente avec Kavita. À mon extrême droite, je m'en excuse, ça tombe sur le Rhizome qui se sont lancés à l'été 2015. Et à mon extrême gauche, ce qui ne surprendra personne, TOT, qui a été créé fin 2015 selon qu'on parle de l'association, ou juin 2016 selon qu'on parle de l'école. Voilà pour le parterre qui aurait pu être complété par la présence de Gérard Collomb. Et là, s'il n'est pas là, c'est d'autant plus regrettable que je sais que ce matin, en sortant du lit de Judith Aquien, il avait promis de venir. Et il n'en sera rien. Voilà. Alors pour commencer, si vous voulez bien, je voulais vous lire un extrait d'un petit bouquin, déjà parce que je suis feignant. Ensuite, ce que je le trouve merveilleux, c'est une auteure qui s'appelle Marielle Massé. C'est une linguiste. Voilà. C'est un ouvrage chez Verdier, toute petite collection dans laquelle vous trouvez aussi le Riboulet et Boucheron, pour ceux qui connaissent, suite aux attentats de 2015. Et en fait, Marielle Massé, dans ce très court essai, si vous êtes un peu fainéant, ça fait 65 pages, donc on devrait y arriver, qui s'appelle « Sidérés, considérés migrants en France 2017 », essaye d'opérer un décentrement pour nous aider à arrêter d'avoir une vision sur les migrants qui est celle que nous rapportent les médias, qui, que ce soit par les images qu'elles nous apportent ou le vocabulaire ou la rhétorique, empruntent beaucoup à l'extrême droite. Et donc, Marielle Massé, elle essaye d'aller contre tout ça. Je vous en lis un petit extrait, ça va assez vite. Et puis comme ça, après, vous me direz ce que vous en pensez. Massé nous dit « Considérer en effet, c'est regarder attentivement, avoir des regards, faire attention, tenir compte, ménager avant d'agir, et pour agir, c'est le mot du prendre en estime, du faire qu'à deux, mais aussi du jugement, du droit, de la pesée, du scrutin. C'est un mot de la perception et de la justice, de l'attention et du droit. Il désigne cette disposition où se conjugue le regard, l'examen par les yeux ou la pensée, et l'égard, le scrupule, l'accueil sérieux de ce que l'on doit faire effort pour garder sous les yeux. Devant des événements aussi violents que la crise des migrants, et je vous rassure, elle met des guillemets, il est plus commun, plus immédiat de se laisser sidérer que de considérer. Mais le sujet de la sidération n'est pas celui de la considération. Le sujet de la sidération voit l'extraordinaire des campements, le retrouve, il se nourrit d'images où il reconnaît la relégation, la misère, la souffrance auxquelles il s'attend. Et dans cette reconnaissance est sa vertu, sa compassion. Mais ici, l'abondance des représentations visuelles masque la faiblesse des informations, des analyses et des débats politiques. Le sujet de la considération, lui, devrait regarder des situations, voire des vies, juger, tenter, braver et travailler à se rapporter autrement à ceux auxquels il fait ainsi attention et par les vies desquels il devrait aussi parfois être surpris. Et je pense que l'ensemble des intervenants qui sont autour de cette table s'inscrivent dans cette démarche. Il y a juste un passage un peu plus loin, une douzaine de pages plus loin, mais comme on a de l'art contemporain à côté et que c'est une citation de Georges Didier Huberman, je trouvais que c'était pas trop mal. Marielle Massé nous dit « Sidérer, considérer donc comme un battement, une respiration qui conjoigne la colère et l'attention, l'être affecté et le scrupule, ou comme le dit mieux encore Georges Didier Huberman devant la situation de violence et de précarité, exercer 2 fois sa patience, une fois pour le pathos, une fois pour la connaissance. » Vous voyez ? Donc en fait, elle explique qu'il faut relâcher l'emprise des médias, relâcher cette image, cette espèce de sidération qui nous empêche d'agir, et donc au fond...
retrouver une capacité d'agir qui est assez simple, raison pour laquelle je vous dirais que les 4 personnes qui sont autour de moi, même si elles sont admirables, n'ont rien d'héroïque, elles ont juste agi avec considération. Judith Aquin, comme je sais que vous aimez beaucoup Marielle Massé, est-ce que vous avez une petite réaction à me faire sur ce texte avant de me présenter Tot? Oui, je pense qu'effectivement, le distinguo qu'elle fait est intéressant en ce qu'il parle de l'action. Et c'est quelque chose que je me suis formulé il n'y a pas longtemps. Ce passage de la volonté d'aider, qui finalement relève plus de la sidération et de quelque chose d'un peu dénoué et déconstruit, à la capacité d'agir, qui se caractérise aussi par le fait que quand on agit, on structure. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui nous rassemble, cette volonté d'agir plus que d'aider, et donc de construire plutôt que de fantasmer le profil des bénéficiaires, leurs besoins, mais de réellement les considérer et donc d'identifier des bonnes réponses. Et alors vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie alors que vous étiez une brillante UX extérieur designer et que vous travaillez pour la gloire de l'ergonomie des sites internet et que vous avez décidé de fonder cette école? Eh bien, j'ai d'abord été sidérée de savoir que dans ma propre ville avaient lieu des exactions extrêmement violentes de personnes qui étaient en exil et qui n'étaient là que pour chercher un peu de paix pour eux-mêmes. Et puis, en fait, au fur et à mesure que cette sidération avançait, j'ai repris un peu mes esprits et j'ai aussi repris mes compétences. Et le métier de UX designer consiste à structurer des réponses à travers des besoins identifiés. Alors dans le métier du UX designer, c'est en faisant des interfaces web. Donc là, c'était pas exactement ça, mais voilà, c'était une structuration en travaillant sur quelles étaient les briques à mettre en place pour fonder une réponse qui se matérialise par cette école qu'on a créée. Alors cette école donc Tot, transmettre un horizon à tous, vous m'avez d'ailleurs stipendié puisque j'arbore un badge à l'effigie de votre école. Elle a une particularité, c'est qu'elle s'adresse donc aux migrants, ça on l'a dit, mais non diplômés. Pourquoi ce choix ? Alors elle s'adresse à des migrants, bon j'aime pas du tout ce mot, mais disons à des personnes en exil, non diplômés, parce que au moment où on commençait à identifier les éléments de notre réponse et donc de notre action, se créait l'initiative de nos cousins universitaires, dont Julien Deur est un représentant, qui est donc le Rhesome, et on s'est aperçu que en réalité la plupart des personnes à qui on parlait sur les campements de réfugiés où on allait étaient des personnes qui relevaient davantage du Rhesome que de Tot, puisque c'est des personnes qui parlent anglais. Il y a une forme aussi normale d'ailleurs de sociabilité naturelle qui se fait avec des personnes qui vous ressemblent. Donc moi je parlais plus avec des journalistes, avec d'anciens journalistes soudanais, des avocats, etc. Mais en fait, en commençant à formuler cette réponse, je me suis aperçue qu'il y avait quand même beaucoup de gens à qui j'avais pas du tout parlé, et pour cause, ils parlaient pas encore du tout anglais, ils avaient aucune base, et ils n'avaient pas les codes aussi de la sociabilité qui viennent avec ces petits codes communs intellectuels et socio-professionnels qu'on retrouve aussi évidemment sur un campement de réfugiés. Donc on a décidé de se focaliser sur ça en se disant que la pédagogie devait être bien particulière quand des personnes n'ont pas appris nécessairement à lire ou à écrire dans leur pays d'origine, et que pour autant évidemment ils ont besoin de toutes les clés de l'autonomie pour pouvoir bien s'exprimer ici et comprendre ce qui se passe dans leur environnement direct. Alors, on ne va pas retracer toutes les étapes, mais l'idée a germé il y a moins de 2 ans, et la semaine dernière, il y a eu la 2e promotion de diplômés qui ont reçu leur diplôme, et j'en vois 1 ou 2 d'ailleurs au fond de la salle. En quoi consiste la pédagogie ? Combien de temps ça dure ? Est-ce que c'est entièrement gratuit ou est-ce que les participants quand même payent une petite part, et pourquoi ? Alors, ça dure 16 semaines. On a fait en sorte de ramasser autant que possible le temps de l'apprentissage pour qu'il soit aussi efficace que possible et que très vite, les gens
aient accès justement à cette autonomie, et qu'ils aient également accès au diplôme qui va avec, parce qu'il s'agit quand même de valider les acquis et d'arrêter le bricolage. Donc on a mis de vrais professeurs qu'on rémunère, chapeautés par une formidable directrice pédagogique qui est ici présente, qui est experte également dans son domaine, qui a élaboré des programmes, qui a élaboré toute une méthodologie. Au-delà de cette méthodologie, participe à cette pédagogie eh bien, le fait qu'on soit dans un endroit stable, c'est-à-dire que c'est un seul lieu, c'est pas 25 lieux, c'est un seul intervenant, un professeur expert rémunéré et pas 25. C'est des horaires fixes, des groupes, classes fixes. C'est une école. Plus des dispositifs qui forment en fait toute école, c'est-à-dire des dispositifs aussi qui permettent aux personnes qui sont farcies de traumatisme et de stress, eh bien, de pouvoir s'en délester pour pouvoir faire aussi entrer les acquis de savoir dans leur esprit de manière paisible. Donc on a un pôle psy, un pôle social et un pôle juridique. Et on a également de l'orientation professionnelle qui nous fait beaucoup travailler avec Action Emploi Réfugiés, ce dont on est très heureux, et qui permet aussi de s'orienter vers l'avenir, de manière concrète. Et alors juste, j'ai entendu, évidemment, j'ai essayé de cuisiner un de vos diplômés pour entendre du mal de Toth, mais il a voulu m'en dire que du bien. Quelle est la valeur de ce diplôme? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez aller faire plus facilement des employeurs potentiels, vous déplacer partout en France? Alors, c'est un diplôme d'État, c'est le DELF ou le DILF pour les personnes qui arrivent en n'ayant absolument aucune base en français ou en alphabet latin. Donc c'est le diplôme d'État, c'est valable partout dans le monde, à vie, c'est délivré par le rectorat. Donc c'est pas un diplôme en carton. C'est important que ce soit pas un diplôme en carton. Et bah oui, ça aide énormément. Quand quelqu'un n'a pas du tout la maîtrise du français, je pense que Kavita pourra en parler, c'est extrêmement difficile de lui faire accéder même à des métiers subalternes. Donc, en l'occurrence, on n'a pas envie que les gens accèdent à des métiers subalternes. Ça peut être une première étape pour parvenir à une émancipation économique, bien sûr, mais il faut quand même un diplôme. En France, on le dit tout le temps, il faut des diplômes. Et si en plus on est migrant, là pour le coup j'utilise le terme tel qu'il est utilisé par les instances, et qu'on n'a pas de diplôme, on a vraiment zéro chance de s'en sortir. Donc on met les outils dans les mains des gens. Un dernier mot, j'imagine évidemment que les besoins ils sont éminemment conséquents. Vous avez ouvert, alors, je ne sais plus, c'est 5 ou 6 classes, peut-être même une 7e, je ne sais plus. Là, on vient d'ouvrir une 6e classe. Une 6e classe, de combien d'étudiants à chaque fois et jusqu'où vous pouvez aller, puisque we dream under the same sky, mais sky is the limit, alors vous pouvez aller jusqu'où comme ça? Alors là, on a ouvert donc une nouvelle promotion avec 84 étudiants. Ils vont rester avec nous jusqu'en janvier et puis on les gardera. Enfin, on continuera avec 84 étudiants au fur et à mesure et on espère évidemment augmenter nos capacités d'accueil. Après, on a aussi un travail qui est très qualitatif et donc il ne s'agit pas de devenir une usine et donc d'ouvrir 150 classes à Paris en tout cas. Donc il ne s'agit pas de faire exploser le ballon de baudruche. Donc déjà, on fait un peu de stretching. Au fur et à mesure, on ouvre une classe, puis une autre. Donc il s'agit de faire les choses correctement, puisque c'est quand même une grosse responsabilité, et c'est des personnes qui comptent sur nous, qui arrivent chez nous. Mais voilà, donc notre capacité d'accueil, on compte la faire croître, évidemment. On compte aussi l'exporter ailleurs en France, mais déjà, dans un premier temps, faites plus comme tu le disais, comme vous le disiez, puisqu'on se vous voit aujourd'hui. On est très récent. Et donc, il faut faire les choses. Moi, j'ai horreur de prendre le temps, mais c'est vrai que de manière raisonnable, il faudrait le faire. Donc... Et tu n'as pas répondu sur le coût de la formation. Et sur le coût de la formation, oui, parce que c'est tabou. Le coût de la formation, c'est 7 € symbolique qu'on demande à nos étudiants. En réalité, ça coûte 1 500 €, mais on demande 7 € de la part
des personnes qui viennent chez nous. On a un peu choisi ça comme ça, parce que 5 c'était peut-être pas assez, 10 c'était un peu trop. Les demandeurs d'asile qui arrivent ici ont 200 € par mois, donc il ne s'agit pas non plus, en fait, une toute petite somme et en réalité une grosse somme. Voilà, on a choisi ce chiffre. Donc évidemment, on aura compris que la scolarité n'est pas entièrement payée avec les 7 €, mais vous avez reçu un certain nombre de donations. Donc j'en profite pour saluer la 3e cofondatrice, qui se trouve à gauche, qui prend des photos, Jennifer Leblond, qui a fait un gros boulot pour aller chercher des fonds pour TOT. Bravo. On va donc écouter les cousins du Rhizome. Alors Julien Deur, épreuve, nous dire ce à quoi correspond l'acronyme Rhizome, qui a été créé en 2015. Et ça, là, je suis vache parce que c'est moi qui l'ai sous les yeux et vous l'avez pas. Donc, c'est le réseau d'études supérieures et d'orientation des migrants et exilés. Vous êtes membre du Rhizome et pas président, puisque vous êtes une organisation éminemment démocratique, holacratique. Vous décidez à l'issue de longues agoras qui a le droit de venir porter la parole. Et donc, c'est tombé sur vous. Le Rhizome créé en 2015 par des étudiants de l'école normale supérieure, mais désormais, ça vague dans beaucoup d'universités, c'est ça ? À peu près, oui. C'est pas que des étudiants de l'école normale supérieure. En fait, c'était pendant l'été 2015, plusieurs étudiants de facs parisiennes et d'écoles parisiennes qui se sont retrouvés dans des moments d'échange avec des personnes sur les camps. Et il y a eu toute une organisation pendant les camps avec des AG qui étaient traduits en plusieurs langues. Et après cela, ces étudiants se sont demandé, en rencontrant des personnes qui avaient déjà fait des études et qui étaient motivées et empêchées par un rempart énorme de manque d'informations et d'impossibilité d'apprendre la langue, ils se sont demandé, donc moi j'en faisais pas partie, j'ai rejoint le Rhizome un peu plus tard, mais de ce que j'ai compris, ils se sont demandé comment on fait pour franchir la barrière entre la sidération et l'action, comment on fait pour aider ses amis qu'on a rencontrés. Et donc l'idée ça a été de dire, comme on est étudiant, on a des endroits qui sont des espaces qui peuvent être des espaces ressources. Donc les universités, les écoles, et donc les personnes qui ont commencé à créer le Rhizome, en fait, ont mobilisé les ressources des universités et des écoles pour, pendant que certains ferment les frontières, que d'autres ouvrent les écoles pour permettre l'apprentissage de la langue française et la reprise des études. Donc voilà, ça c'est le départ du Rhizome. Et donc le Rhizome, c'est pas une association, c'est simplement un collectif d'étudiants, de professeurs qui sont dans différents établissements et qui ont monté des programmes, donc des programmes de français notamment, et ensuite d'aide à la reprise des études. Et je dirais qu'on fait plusieurs choses au Rhizome. D'abord, on grandit en étant plus fort et en essayant d'échanger sur des retours d'expérience sur comment marchent nos programmes. Et ensuite, comme on considère qu'on ne peut pas faire quelque chose que devrait faire le service public sans dénoncer que le service public devrait prendre en charge cet apprentissage de la langue dès la demande d'asile et pour toute personne sans condition de statut ni de nationalité, on a aussi toute une partie d'action politique et pour dénoncer la situation. Donc, une situation concernant premièrement la reprise des études dans l'enseignement supérieur. Deuxièmement, les conditions d'accès à la langue pour tout le monde, qu'ils aient ou non des diplômes. Et enfin, toutes les problématiques que rencontrent des personnes qui viennent qui sont en exil ici et qui sont des problématiques de logement, de problématiques administratives, etc. Alors on entend qu'il y a donc une tonalité lisse et conciliante avec les pouvoirs publics. Je voyais que lundi, le président de l'université de Reims avait fermé la fac parce qu'il estimait que la présence, là pour le coup, désolé Judith, de migrants sur le campus mettait en péril la possibilité que les étudiants fassent cours. Donc on voit que c'est une problématique éminemment sensible. Est-ce que tu peux nous citer des endroits où votre implantation a été facile et où vous avez même le droit à la coopération de la fac ou de l'école, puisque tu es toi-même de l'école des ponts à la base, hein, pour une fois qu'il y a un ingénieur qui se bouge en politique, et d'autres endroits où c'est plus compliqué?
Déjà, le réseau n'a pas l'exclusivité des programmes de français dans les universités. Vendredi dernier, on a participé à la création d'un groupe qui s'appelle Migrants dans l'enseignement supérieur, qui regroupait, enfin, on était 60 personnes, et c'était des personnes, des établissements, des universités. Il y a à peu près 39 universités ou établissements qui ont effectivement un programme en France qui permet l'apprentissage du français dans leur sein. Et donc, concernant ta question, que j'ai oubliée, parce que j'ai fait un détour un peu long. C'est pas grave. Des établissements qui seraient vraiment très conciliants et d'autres qui seraient plus compliqués. Déjà, dans une école d'ingénieurs, c'est un peu compliqué. Parce que justement, les ingénieurs sont moins propices à développer ce genre d'initiative. Ensuite, il y a par exemple une université, j'ai pas peur de le dire, mais donc Paris 6, où pour l'instant c'est impossible d'organiser un programme parce que l'administration veut pas. Et donc le but du réseau, c'est aussi d'entraîner les autres universités, les autres établissements à s'engager, donc les universités et les grandes écoles qui sont pour l'instant très peu mobilisées. Comme c'est filmé, on essaiera de relayer dans les écoles concernées. Donc le réseau, c'est un réseau, comme son nom l'indique, mais ce n'est pas une association. Vous n'êtes pas éligible au fait de recevoir des fonds, vous ne voulez pas avoir des subventions. Ce qui pose évidemment la question de la pérennité du dispositif. Il n'y a pas de permanent, il n'y a que des bénévoles. Comment ça se passe pour recruter de nouveaux membres et s'assurer que l'action continue ? Déjà, ce choix d'être collectif, juste pour le motiver, un collectif et pas une association, juste pour le motiver, c'est que dès que vous voulez faire une association, il faut, quand on déclare, il faut un président, et nous, on se met plutôt dans une logique horizontale où des étudiants invités, donc c'est le nom qu'on donne aux personnes qui participent au programme, donc des personnes qui sont en exil ou des personnes qui ont impulsé le mouvement, sont tous au même pied d'égalité et peuvent tous organiser des projets politiques, des projets concrets de sortie culturelle. Donc voilà, donc ça c'était vraiment juste pour motiver l'aspect sur pourquoi un collectif et pas autre chose. Et donc... c'est une question très compliquée, comment on assure la pérennité. Nous, de toute façon, notre objectif, c'est que ce soit quelque chose qui soit pris en charge par le service public et qu'à l'école des ponts, ce ne soit pas les étudiants qui prennent en charge pour gérer tout un tas de choses administratives, mais que ça soit pris en charge par l'administration. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et ensuite, nous, on ne se pose pas trop la question. Et dans chaque programme, généralement, on cherche à chaque année, comme toute association étudiante, on cherche de nouvelles personnes et on espère qu'on pourra pérenniser la chose. Ensuite, moi, je suis plus à l'école des ponts et je continue à gérer un petit peu. Et une fois qu'on a commencé à mettre un peu d'énergie dedans, en fait, on met beaucoup d'énergie et on pousse un peu... les murs pour trouver de plus en plus de temps pour aider les personnes et construire de nouvelles choses. Et juste un mot de financement. Frédérique Vidal, qui est donc la ministre de tutelle de l'enseignement supérieur, a annoncé que le budget 2018 serait revalorisé de 700 millions d'euros. Et il y a peu de ministères qui peuvent en dire autant. Est-ce qu'on sait si ce sujet a été abordé, si vous aurez peut-être une enveloppe ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de positionnement de la part du ministère sur la question. Du temps de l'ancien gouvernement, on avait des rencontres avec le ministre, enfin le secrétaire d'État à l'époque, Thierry Mandon. Mais pour l'instant, on n'a pas de positionnement clair de la part du gouvernement. Et donc, nous, en tant que réseau, on interpelle le gouvernement. Et on va le faire aussi également dans le cadre du groupe Migrants dans l'enseignement supérieur, pour, avec toutes les universités, questionner le ministère et demander des financements parce que les universités ont déjà pas suffisamment d'argent et que ces programmes-là fonctionnent sur fonds propres des universités et que nous, on aimerait qu'il y ait une ligne budgétaire spécifique. Eh bien, bravo. Je vais vous demander de donner le micro à votre voisine. Alors, il est possible que j'écorche ton nom, Kavita, donc c'est Kavita Brambat.
pas éminemment gaulois, tu aurais pu choisir un truc plus simple, cofondatrice de Action Emploi Réfugiés en 2016. La problématique du collectif est dans le titre. Votre but, c'est donc de faciliter l'accès aux migrants à des emplois. Quel type d'emploi et comment est-ce que vous vous y prenez ? En fait, il n'y a pas de type d'emploi. Notre strapline, c'est un peu de dire qu'on peut trouver du travail pour tous les réfugiés, en fait. Alors, ça veut dire si quelqu'un vient chez nous qui n'est pas diplômé, qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire ni écrire, mais qui sait faire la couture, on peut trouver du travail pour eux. Et on a fait. Si quelqu'un est très diplômé, il veut travailler dans la prod, dans une boîte de cinéma, on peut faire ça aussi. En fait, on se situe comme une organisation qui est accountable, ou qui est là pour être utilisé et pour bénéficier aux réfugiés. Alors, nous, on s'adapte aux besoins des réfugiés et aux besoins des employeurs aussi. Alors après, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on te trouve, mais puisque tu citais l'exemple de la couture, et ce qui est bien la preuve qu'il y a des projets qui se lancent sur mesure, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire justement de collections qui ont été faites par des travailleurs migrants ? En fait, c'est quelque chose qui est très inspirant parce que c'est vraiment un collectif. Nous, Action Emploi Réfugiés, on facilite le travail pour des réfugiés, mais en l'occurrence, c'était des copines à moi qui voulaient s'investir, de faire une action pour pouvoir aider des réfugiés à rentrer dans le travail et dans la mode. Alors, c'était 2 filles, femmes que je connais, et elles ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai dit mais pourquoi pas faire une collection de mode parce qu'elles travaillent dans la mode. Alors il y a une qui a sourcé des tissus de sa boîte de couture et l'autre qui a organisé un endroit où faire des vêtements. On avait une copine styliste, elle a fait des croquis et voilà, on a embauché 3 réfugiés afghans. Ils ont fait une collection. C'était vendu dans le magasin centre commercial de Sébastien Kopp. Et tout a été vendu et c'était un super projet en fait. Et maintenant on fait la 2e collection. Mais c'était juste la volonté, l'organisation, c'était une idée qui est devenue un engagement, qui est devenu quelque chose qui a donné des travail à 3 réfugiés qui sont maintenant embauchés à plein temps. Et ça c'est beau. S'il y a des gens là par exemple dans la salle qui ont des envies, des besoins concernant l'emploi, comment est-ce qu'on fait pour vous trouver ? Parce qu'il n'y a pas de boutique en dur, Action Emploi Réfugiés. Alors on vous trouve sur Facebook évidemment. Et puis ? En fait, si quelqu'un veut offrir un travail à un réfugié, tout simplement, ils peuvent mettre le fiche de poste ou la demande sur notre groupe Facebook qui est fermé. S'ils veulent mettre une fiche de poste de façon plus pérenne, un CDD, un CDI, ils vont le mettre sur notre site qui s'appelle Action Emploi Réfugiés. Et c'est un jobs board pour des employeurs et des réfugiés. Et si quelqu'un a une demande très spécifique, ils ont envie d'un profil très spécifique, ils doivent m'envoyer un email à cavita@actionemploirefugiés.com et voilà. Mais on est là juste pour vraiment être à service des gens. On est là pour matcher les réfugiés avec des employeurs et vice-versa. Est-ce que tu as quelques chiffres en tête du nombre d'emplois qui ont été trouvés par le collectif depuis le début ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres ? Est-ce que tu sais ça de tête ? Oui, évidemment. Évidemment. On est juste maintenant au-delà de 200 travail en fait. Grâce au fait qu'on a trouvé du travail pour 23 réfugiés à Bordeaux dans des vignobles. Parce qu'il y a un grand problème en Bordeaux en ce moment, c'est qu'ils doivent ramasser tous les raisins très vite. Parce qu'il a fait très froid l'an dernier. Mais il a fait très froid, alors c'est les réfugiés qui ont sauvé quelques vignobles en Bordeaux. Non, mais vraiment, c'est au-delà de 200 travail. Et les secteurs, c'est vraiment, en fait... il y a beaucoup qui ont travaillé dans l'associative, c'est-à-dire ils sont des gens qui aident des autres réfugiés à s'orienter lors de leur arrivée en France. Il y a beaucoup d'interprètes. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'aide à la personne, également dans le... Comment tu dis child care?
L'aide à l'enfance. L'aide à l'enfance. Oui, Et puis des trucs très bizarres, des enseignants de piano, des échecs, chess. Oui, les échecs. Le jeu d'échecs. Des joueurs, des enseignants de guitare, plein de choses. Des gens qui ont travaillé dans des écuries, des gens qui ont travaillé comme apiculture, etc. Mais tout un tas de choses. Et ça représente la diversité des compétences des réfugiés. Il y a une diversité incroyable. Du coup, on entend bien quelles actions, quels projets. Bon, ça, on voit qu'effectivement, vous développez, alors en français, on dirait au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous recevez des offres. Pour quel soutien, là, en revanche, on a l'impression que vous êtes porté par vraiment des bonnes volontés individuelles. J'imagine, évidemment, que vous n'avez pas le haut patronage de Gérard Collomb, qui l'a déjà donné à Judith. Comment ça se passe en termes de soutien plus institutionnel? Est-ce qu'il y a des gens qui appuient votre démarche ou des grosses boîtes? Oui, c'est un running gag, oui, j'aime beaucoup. Il est obsédé. Non, avec Judith, on est là, on va solliciter le soutien de Gérard Collomb. Un jour, on va l'avoir. Mais à part ça, le côté soutien institutionnel, ils ne sont pas tous les monstres. Il y a des gens qui veulent nous aider dans les institutions, dans des grandes organisations. Il y a des individus. Et je crois que c'est ça qui nous aide vraiment. C'est qu'il faut trouver le bon individu dans la bonne structure pour nous aider, en fait. Et là, on a fait ça. Alors, on arrive à être soutenu par plusieurs organisations. Et même quand on dit les mots, le MEDEF, qui fait frissonner plein de gens. Mais c'est des gens qui sont fait un collectif des entreprises qui veulent aider les réfugiés en les offrant de travail. Alors même des structures très, soi-disant, cadrées, très fermées, veulent être à l'aide des réfugiés. Alors c'est nous qui poussons en fait. C'est nous qui posons les questions. C'est nous qui demandons, mais il y a toujours des gens qui veulent nous aider. Et c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui nous fait continuer ce travail, en fait. S'il y a des gens qui sont sur Twitter ce soir, je suis sûr que, vous savez, dans les institutions, les gens ne sont pas tous des monstres. Ça doit faire moins de 140, donc c'est très bien. Et puis vous citez évidemment Kavita Brambat, ça lui fera plaisir. Quelques mots sur le développement futur de Action Emploi Réfugiés. Est-ce qu'il y a ce qu'on sait s'il va y avoir un pic de saisonnalité à Noël, ou est-ce que ça va continuer à être au coup par coup? Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton collectif sur les mois à venir? J'ai jamais pensé à ça, ah oui, le pic de saisonnalité. Mais non, c'est vraiment maintenant, c'est de pouvoir mettre nos services dans d'autres villes en France. C'est-à-dire maintenant, on est à Paris, Lyon et Bordeaux. Et c'est de trouver des autres villes où on peut être au service des réfugiés. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est de mobiliser de plus en plus d'employeurs, c'est-à-dire pas seulement des individus, pas seulement des TPE, des PME, mais peut-être des plus gros groupes qui veulent vraiment investir comme partie de le RSE. De mettre les réfugiés, en fait, dans tout ce qu'ils considèrent diversité dans leur quota de recrutement, en fait. C'est ça, et peut-être... et un truc très important, c'est le changement de loi d'asile et intégration des réfugiés, et c'est d'assurer la protection des réfugiés dans l'avenir et de dire qu'en fait, donner un travail aux réfugiés ou permettre à un réfugié à travailler, c'est les protéger d'un certain point de vue, parce qu'ils peuvent gagner une vie, ils peuvent intégrer, et que s'ils peuvent aussi donner ça aux demandeurs d'asile dans un plus court temps, c'est-à-dire après 3 mois d'attente, on demande d'asile, un demandeur d'asile puisse travailler, ça sera encore mieux. Alors pour nous, l'avenir, c'est évidemment fournir des travail et d'aider de mise en relation entre les deux, mais c'est aussi changer la politique pour qu'on ait une institution ou on a une société qui est plus ouverte à pouvoir aider des réfugiés à avoir des droits dans ce pays et pouvoir réaliser leur potentiel. Un grand bravo pour tout ce que vous faites. Un grand merci à Isabelle Lefort qui travaille avec Jacques Attali, qui vient de me faire un signe en me disant qu'ils allaient diffuser auprès de toutes les boîtes qui bossent dans le mouvement de l'économie positive l'initiative d'Action Emploi Réfugiés. Je pense que ça s'applaudit. Et puis comme ça, c'est filmé, hein.
Mais si. Alors, on va, si vous voulez bien conclure ce premier tour de table, comme ça après vous pourrez poser des questions avec Marine Mandrila, qui est la cofondatrice du Refugee Food Festival. Si vous dites des bêtises, Marine, je crois que l'autre cofondateur n'est pas très loin et que vous connaît bien aussi. Donc en 2016, donc le Refugee Food Festival, comme son nom l'indique, eh bien ça parle de bouffe. Vous êtes vous-même journaliste, vous êtes allé dans plein de pays où vous alliez faire à manger chez les habitants, et vous vous êtes rendu compte que la nourriture était le ciment. Enfin, dans la majorité des cas, si vous suivez un petit peu l'actualité politique, vous avez vu que dans un grand parti français, à cause d'un plat peu gaulois au demeurant, ils ont perdu leur numéro 2, et ça, c'est vraiment tragique. Mais en revanche, pour le Refugee Food Festival, ça se passe mieux, lancé en 2016. Donc c'était quoi l'idée au départ? Pourquoi est-ce que la bouffe, pardon, il n'y a pas de liaison. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les personnes qui arrivent en France? Comme tu l'as dit, nous on a fait pas mal de voyages culinaires, et au cours de tous ces voyages, on s'est rendu compte que la cuisine, c'est l'un des trucs à la fois les plus universels, parce qu'en fait on mange tous 3 fois par jour, mais on mange pas tous pareil, on mange pas tous la même chose, et en ce sens-là, c'est constitutif de notre identité. Et la cuisine, par ailleurs, c'est l'une des premières choses qu'on recrée dans son pays d'accueil, parce que ça nous ramène à nos racines, à la cuisine de notre maman, de notre grand-mère, etc. Et c'est aussi un terrain qui met tout le monde à égalité. On se retrouve tous autour de la cuisine. Et en fait, on a souhaité mettre cet outil au service de l'accueil et l'insertion des personnes réfugiées en France. Et l'objectif vraiment du festival, à la base, ça part d'une idée assez simple, c'est d'aller voir des restaurateurs, des restaurants, des lieux, en leur demandant de confier leur cuisine à des chefs réfugiés, c'est-à-dire à des professionnels de la cuisine venus d'ailleurs, et autour de la cuisine, créer des moments, créer des goûts, créer des saveurs. Et je pense que notre première conviction, enfin notre premier objectif, c'était vraiment de contribuer à changer le regard sur les personnes réfugiées, en valorisant les talents, les compétences, mais aussi les patrimoines culinaires et savoir-faire, patrimoine culinaire et culturel de ces personnes. Le deuxième objectif, c'est aussi vraiment de leur offrir un tremplin professionnel vers le milieu de la restauration. Parce que le travail, je pense que c'est l'une des premières clés de reconstruction, puisque c'est le thème de ce soir. Et le festival leur permet à ces cuisiniers d'avoir un premier réseau dans le milieu de la restauration qui fonctionne énormément par bouche à oreille. Souvent, pour les cuisiniers des festivals, c'est la première fois qu'ils travaillent dans un restaurant dans leur pays d'accueil. Donc c'est un premier réseau, des premières recommandations, c'est présenter un menu, présenter leurs saveurs, présenter aussi un petit peu d'eux-mêmes et de leur pays. Et troisièmement, c'est aussi, et on est hyper attaché à ça, c'est une initiative citoyenne qu'on a montée d'abord à Paris parce qu'on est parisien et qu'on a souhaité développer dans d'autres villes, dans d'autres pays, grâce à des citoyens engagés dans chacune des villes. Alors il y a eu une grosse surprise, une belle, enfin je fais tout de suite un spoiler, mais je crois qu'avec le cofondateur du Refugee Food Festival que vous connaissez très bien, non, mais je sais que vous n'en meniez pas large, quand il s'agissait d'écrire à l'ensemble des grands chefs en leur proposant l'opération, parce que vous vous disiez, s'il y en a 2-3 qui acceptent, c'est beau, et là en fait, extrêmement rapidement, vous recevez des tonnes de mails hyper enthousiastes. Absolument. Quand on a monté la première édition à Paris en juin 2016, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, on ne savait absolument pas quelle réceptivité on allait avoir de la part des restaurateurs. Et première bonne surprise, tous les restaurants qu'on a été voir ont évidemment accepté de participer. Et avec beaucoup de cœur, de passion, d'enthousiasme et d'envie aussi de partager, encore une fois, des talents. Hein. Il y a beaucoup de chefs avec lesquels on a travaillé et des grands chefs qui, en collaborant avec des chefs syriens, par exemple, ont découvert des épices, des techniques de cuisson, et tout à coup, le rapport change aussi dans le rapport à la culture et à l'apprentissage. Donc, de la part des grands chefs et des restaurants, l'accueil est extrêmement bon et extrêmement fort. Alors vous avez un parrain dans cette opération qui est un peu le Philippe Etchebest syrien, et son nom m'échappe. Mohamed El Khaldi. Et alors en revanche, il n'y a pas de parrain français. L'idée, c'est plutôt d'avoir une pléiade de chefs qui se déploient. L'opération, donc, elle dure quelques jours. Vous allez la reproduire, évidemment. Enfin, vous l'avez reproduite en 2017, vous allez la reproduire en 2018. Comment est-ce que vous voyez la suite du dispositif, à la fois en termes événementiels
Et puis, en termes d'emploi, parce que l'UMI, qui est le grand syndicat de la restauration et de l'hôtellerie, a fait beaucoup de battage cet été pour dire qu'il nous manquait 100 000 emplois. Enfin, il y avait 100 000 emplois non pourvus dans l'hôtellerie. Donc là, il y a quand même il y a peut-être des passerelles, non ? Tout à fait. Alors, effectivement, le festival se déroule sur quelques jours, une semaine ou 2 semaines dans plusieurs villes. Et ça va continuer. Et on n'a pas un objectif de nombre, mais de qualité de festival dans chacun des restaurants, dans chacune des villes, pardon. On a un vrai enjeu qui est le suivi de tous les chefs qui participent au festival, qui est assuré par les coordinateurs locaux. Donc, effectivement, beaucoup de postes vacants dans la restauration, énorme enjeu de recrutement. Et c'est l'une de nos grosses problématiques pour les mois à venir. Après, les chefs avec lesquels on travaille, beaucoup sont aussi entrepreneurs, étaient entrepreneurs, ont cette fibre-là et ont pour envie et objectif de recréer aussi un restaurant, un service de traiteur, etc. Donc il y a aussi ce deuxième pan qui est d'accompagner l'entrepreneuriat auprès de ces cuisiniers-là. Donc on a un peu de boulot. Et alors comment est-ce qu'on peut faire à part en vous donnant la parole, mais pour aider le Refugee Food Festival, en fait, vous avez besoin de quoi principalement ? De soutien, de réseau ? Je suis sûr que vous avez besoin de sous. On a besoin d'un peu de tout ça, ouais. Donc si vous avez un peu de tout ça, on est preneur. Non, mais premièrement. Faut donner le tiercé dans l'ordre dans ces cas-là. Non, mais premièrement, on souhaite que ce soit un projet qui est ouvert à tous. Donc déjà de venir au restaurant, de venir rencontrer les chefs, de venir goûter un petit peu de leur culture, c'est déjà un premier pas qui est en fait extrêmement simple à faire pour tout le monde. Deuxièmement, on est évidemment en recherche de sous et surtout de structuration d'un modèle économique. Et troisièmement, on a, comme je parlais de l'initiative citoyenne, on a développé avec le HCR un kit méthodo qui permet à n'importe quel citoyen de n'importe quelle ville d'organiser dans sa ville un Refugee Food Festival avec notre accompagnement, donc à identifier les chefs, à identifier les restaurants, à mobiliser des personnes pour venir au restaurant, etc. Donc ça peut aussi être... vous pouvez aussi relayer dans votre ville ce kit et permettre à d'autres personnes d'organiser un festival dans leur ville. Non, je m'en voudrais, mais je suis vraiment... Je suis ému par la générosité d'Isabelle Lefort qui vient de me dire que le Positive Economy Forum 2018 au Havre accueillera un Refugee Food Festival. Et ça, c'est beau. Ça, vraiment, ça s'applaudit. Ça, c'est grand, ça. C'est bien, hein ? Je voudrais qu'on filme la conversation. Est-ce que tu peux nous donner quand même juste quelques anecdotes sur les premières éditions, la première ou la deuxième, comment ça se passe, où c'était, et puis est-ce que les gens ont été surpris par ce qu'ils ont mangé ? Alors la première édition a eu lieu à Paris, donc en juin 2016. En juin dernier, il y a eu une édition dans 13 villes simultanément à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Donc à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Amsterdam, Athènes, Madrid, Rome, Milan, etc. Plus de 25 nationalités représentées chez les chefs invités, réfugiés. 80 restaurants participants, 81 chefs. Plus de 10 000 personnes qui sont venues au restaurant. Et effectivement, derrière, on continue à recevoir des messages de restaurants qui souhaitent maintenant participer. Donc le rapport, là aussi, s'est inversé et c'est super chouette. Après, je pense que des anecdotes, j'en ai 1 milliard, mais je pense que la meilleure chose que je pourrais dire ce soir, c'est vraiment de venir au restaurant et dans chacune des collaborations au sein des restaurants, il y a un moment où le chef invité sort de la cuisine et va parler à toutes les tables, et va expliquer sa cuisine, va expliquer son parcours, va faire goûter, va expliquer comment il cuisine ça. Et en fait, ce sont des moments qui donnent lieu souvent à des standing ovations, premièrement, et qui sont extrêmement chargés émotionnellement. Et je vous invite tous à venir partager ces moments avec nous et avec ces chefs et à découvrir leur culture. Eh ben avec plaisir. Alors pas tout de suite, ne partez pas tout de suite. On va vous distribuer un micro si vous avez des questions. Peut-être juste, Judith, donc chaque association présente dans la vente We Dream Under the Same Sky avait sa soirée. Ce soir, c'est Tot. Pourquoi ce tour de table ? Pourquoi avoir choisi ces assos ? Alors pourquoi avoir choisi ces assos ? Parce que on fait un travail déjà qui est non seulement très concret vers la reconstruction justement. Qui en fait est très complémentaire. Bon, on est complémentaire avec le Rhizome par nature en fait.
on est cousins. On est aussi complémentaires avec le Rhizome par le combat qu'on partage, qui est celui que l'accès à la langue doit être un droit. Qui sort complètement des statuts administratifs et évidemment des origines non seulement sociales, scolaires et de nationalité. On travaille énormément avec Action Emploi Réfugiés chez TOT. C'est une véritable continuité par rapport à ce qui se passe dans notre école, ce qui se passe chez Action Emploi Réfugiés. C'est vraiment la possibilité tout d'un coup qui est donnée aux personnes de réellement se déployer, c'est-à-dire une fois que la possibilité de se déployer d'un point de vue social grâce à une maîtrise langagière, et bien tout d'un coup il y a la possibilité aussi de se déployer d'un point de vue économique et donc de véritablement ancrer son existence dans une société, puisque c'est évidemment très important de pouvoir non seulement parler mais aussi d'apporter sa part dans la vie économique d'un lieu. Et d'avoir une existence sociale à ce titre. Et puis, le Refugee Food Festival, puisque ça parle de talent. Et c'est très important de talent, de savoir-faire. Et c'est très important de valoriser les talents et savoir-faire. Tous les réfugiés et les demandeurs d'asile n'ont pas de talent. Et à vrai dire, ça n'est pas grave. C'est ce qui constitue une bonne société aussi, que tout le monde ne soit pas un génie. Mais quand il y a des talents, il faut aussi pouvoir les valoriser. Ça n'enlève rien à personne et au contraire, c'est très enrichissant. Merci à tous les quatre. Alors, on va vous faire passer un micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire passer un micro. Il suffit de lever la main si vous avez des questions, des interrogations. Oh, elle est merveilleuse. Isabelle. Alors, qui a des questions, des interrogations, des interpellations, des doutes? Un accès à Gérard Collomb? Chacun ses névroses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ce soir? Ce qui peut être fait, c'est soit évidemment faire des dons à nous. Je pense qu'on en a tous besoin. Soit proposer des compétences, proposer ce que vous avez en main. Si vous avez en main un travail pour quelqu'un qui pourrait l'utiliser, ce travail, c'est absolument exactement ce dont on a besoin. Si vous êtes un excellent graphiste, je pense qu'on sera tous très contents d'avoir accès à un excellent graphiste. Si vous êtes un excellent journaliste et que pendant votre temps libre, même en dehors des moments où vous pourriez écrire un article sur nous, vous avez envie d'écrire une petite feuille de chou pour l'une ou l'autre de nos associations et produire de l'intelligence écrite par rapport à nos actions et nos combats, pareil, ça peut être tout à fait utile. En fait, c'est très concret, c'est juste rassembler les forces que vous avez déjà et les mettre à disposition. Pensez à offrir des travaux aux réfugiés, tout simplement. Si vous connaissez des gens qui veulent quelqu'un pour peindre les murs dans leur appartement ou ils font un déménagement, ils veulent un coup de main ou ils montent une société, ils veulent un codeur, un développeur de software. S'il y a ce truc que tu vois souvent sur Facebook, quelqu'un cherche quelqu'un, pense à nous parce que tu peux partager ça sur notre groupe Facebook et on a à peu près 1600 réfugiés qui ont accès à ce groupe. On a 500 plus sur notre site web, on a des autres dans notre base de données. On a un vrai énorme public de réfugiés qui cherchent du travail. Alors si vous avez des travaux à offrir, contactez-nous et on peut vraiment trouver des réfugiés qui peuvent bénéficier de ce travail-là.
Bah, du coup, la question, si c'est la question, c'est comment vous pouvez la question comment on fait pour vous aider me semble pas du tout pertinente. Je suis pas venu pour faire de la promotion du Rhizome. La question, c'est la reconstruction pour les personnes qui sont en exil. Et du coup, déjà, j'ai envie de parler de deux choses. Déjà, la question provoque en moi un certain malaise parce que je me sens pas comme une personne compétente pour parler de ce sujet-là parce que j'ai jamais vécu l'exil, que j'ai toujours eu des papiers, que je suis né dans une famille où j'ai jamais eu de problème. Et donc du coup, moi je suis pas à même de m'exprimer vraiment sur la question de se reconstruire après l'exil. Et ensuite, la question des études supérieures, c'est une question qui arrive bien après les questions de il y a des personnes qui sont ici qui sont en exil et qui subissent des rafles dans le nord de Paris. Il y a des personnes qui sont en exil ici et qui sont dans des centres de rétention administratifs et qui subissent des violences policières. Il y a des personnes qui sont sous le coup de déportation dans des vols Air France de manière quasi quotidienne. Donc, du coup, finalement, dans cette perspective-là, je ne suis pas venu ici pour dire comment vous pouvez aider le Rhizome. Parce que la reconstruction, ça passe d'abord par comment on fait cesser ce genre d'agissement de la part du gouvernement. Si vous avez des choses que vous pouvez faire, c'est peut-être qu'on pourrait tous demain partir faire une manifestation devant le ministère de l'Intérieur pour dénoncer ce genre d'agissement. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais peut-être que c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Et je suis évidemment d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense que nous, si on a monté le Refugee Food Festival, c'est aussi parce qu'on s'est dit à un moment, en fait, je pense qu'on peut tous faire quelque chose à notre niveau, si on croit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et ça peut passer par des petites choses. Il y a énormément de projets, énormément d'associations, énormément de gens qui cherchent des bénévoles, et donner un petit peu de son temps, un petit peu de ses compétences, un petit peu de ses talents, c'est en fait à la portée de tout le monde, vraiment. Et j'engage tout le monde ce soir. Tout le monde a un peu de temps le dimanche, a un peu de compétences. Vous avez tous des métiers incroyables, je suppose. Donc mettez un petit peu de tout ça au profit d'associations et de personnes qui en auraient besoin. J'ai juste eu un dernier tout petit détail à donner qui est en réalité très spécifique à TOT. C'est comment nous aider. En fait, à partir de janvier, nous n'allons plus pouvoir bénéficier des merveilleux locaux de l'Alliance française qui nous sont mis à disposition. Il nous faut donc 6 salles de classe et 1 voire 2 bureaux. Voilà. Très concrètement, si vous connaissez quelqu'un qui a ça nous intéresse beaucoup. Juste une petite question par rapport à l'emploi, savoir s'il y avait des aides possibles par rapport aux personnes qui sont sans papier, qui ne sont plus ou pas demandeurs d'asile, qui ne sont pas réfugiés, qui ne rentrent pas dans des statuts légaux. C'est possible d'être régularisé par le travail. Si quelqu'un peut donner une promesse d'embauche à une personne sans papier, ils peuvent ensuite avoir un droit de rester en France. Mais c'est très, très, très rare que ça arrive parce qu'il faut passer par la préfecture pour voir s'il y a un besoin de ce type de travail dans l'endroit où la personne sans papier est basée. Alors, c'est très rare. C'est même rare pour un demandeur d'asile qui a dépassé les 9 mois de pouvoir trouver un travail. Et on se parle souvent de voir s'il y a des gens qui ont vécu cette expérience pour pouvoir donner des conseils à d'autres demandeurs d'asile. La vérité, c'est possible, mais ça arrive très rarement. Mais nous, chez Action Emploi et Réfugiés, on a un service d'information. Alors, si jamais quelqu'un a une question comme ça, on peut vous donner une réponse. Pas parce qu'on est des experts, mais parce qu'on est entouré d'experts qui peuvent avoir une bonne réponse pour un employeur ou quelqu'un qui veut aider. Vous avez répondu visiblement à un besoin que vous avez identifié sur le terrain, dans des campements. Est-ce que vous avez des relations avec les associations historiques d'accueil des réfugiés ? Et la deuxième question, quel est votre modèle économique ? Quel est votre lien, votre soutien par les institutions ou par des partenaires privés ? Juste l'ordre des questions. Relation avec les partenaires historiques. Oui, évidemment. Alors déjà, dès l'ouverture de TOT,
on a souhaité se mettre très vite en relation avec Primo Levi, qui fait partie de cet événement, parce que évidemment l'enjeu c'était de ne pas faire de sottises et de ne pas être à côté. Et donc on leur a demandé une formation qui nous a permis de savoir quels étaient les points d'alerte, d'attention, voilà, les points à éviter, les points qui étaient bien faits, bien pensés, etc. Donc ça, on a fait cette formation avec Primo Levi. La CIMAD, il va sans dire que c'est un travail qui est permanent, en fait. Alors c'est un travail qui est en fait... on dirige énormément nos étudiants vers les permanences de la CIMAD, vers les permanences du BAM. Il y a plusieurs autres associations qui existent et qui font de l'accompagnement juridique, social, légal, pour les droits de manière générale des gens. Nous, à notre permanence sociale, on redirige davantage qu'on ne résout nous-mêmes les problèmes, mais on redirige vers les points pertinents. Je pense que c'est vraiment les associations principales avec lesquelles on travaille. Là, c'était évidemment fantastique de pouvoir bien se connaître aussi avec l'ANAFE et Migre Europe, qui font un travail qui est fondamental également sur le plaidoyer d'un point de vue politique et géopolitique, et évidemment avec lequel on est complètement en accord. Voilà, concernant les financements, alors notre modèle, pour l'instant, si on peut parler de modèle, parce qu'on n'a pas encore véritablement un modèle économique, mais en revanche, on a un modèle de financement. On a, donc du point de vue des institutions publiques, on a été lauréate de La France s'engage en janvier 2017, donc c'est un gros cofinancement de notre fonctionnement sur 3 ans. Alors un peu moins de la moitié de notre fonctionnement, mais quand même c'est beaucoup. On a obtenu une subvention qui était non négligeable de la part du ministère de l'Intérieur, de la délégation à l'intégration linguistique. Je me souviens plus précisément de quel est l'intitulé, mais la DAAEN. Donc qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc ça, ils nous ont bien soutenus aussi. Ça, c'était l'ancien gouvernement, quand même. Pardon ? C'était l'ancien gouvernement. C'était l'ancien gouvernement. Voilà, on ne demandera pas au nouveau. Et la ville de Paris nous a aussi aidés. Et puis en dehors de ça, il y a les fondations d'entreprise, le mécénat et en troisième partie, les dons de particuliers, puisque nous, on s'est créé grâce à un crowdfunding qui nous a quand même permis de réunir 66 000 euros en un mois, donc c'est quand même considérable. Et voilà, on continue d'avoir des dons de particuliers, ce qui est important aussi d'un point de vue politique. Ça montre que la population est avec nous. Et pour répondre à votre première question, nous on est soutenus depuis les débuts du projet par le HCR, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qu'on a été voir dès le début, parce qu'on n'est pas expert de ces thématiques et de l'asile, et on voulait les solliciter là-dessus. Et depuis 1 an et demi, ils nous accompagnent à énormément de niveaux, mais effectivement, en étant aussi garant et expert des différents messages que le festival véhicule, de manière très concrète aussi dans l'identification des chefs, en mobilisant les associations locales sur le terrain, en France et dans les autres pays dans lesquels le festival s'est développé, en dispensant aussi une formation à tous les porteurs de projets qui organisent le festival dans leur ville, en facilitant aussi un nombre assez énorme de contacts, donc sur des choses très 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 concrètes. Et sur le modèle économique, on n'en a pas encore, mais on y travaille. Je suis soutien de ce qu'on appelle les sans-papiers depuis plus de 20 ans. Les choses vont d'un gouvernement à l'autre, les choses vont en empirant à chaque fois. Qu'on passe de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche. Enfin, on marche. On est en marche en arrière. J'ai une question quand même à vous tous pour l'excellent travail que vous faites.
est-ce que vous avez des connexions ou cherchez à avoir des connexions avec des groupements équivalents dans d'autres pays européens, sachant que nous sommes sous la menace de grandes unifications, politiques unificatrices, etc., etc. Et il s'agirait, par exemple, de savoir si on peut lutter pour une politique d'asile européenne qui soit à l'inverse de... ce qu'on peut craindre, c'est qu'on va renforcer toutes les saloperies qui ont cours actuellement, comme par exemple de renvoyer les gens. Tu étais entré par la Grèce, tu vas rentrer, tu vas demander tes papiers en Grèce. Tu es entré par l'Italie, etc., etc. Enfin, vous connaissez la question, mais je pose la question, est-ce qu'il y a une tentative d'aller chercher très concrètement, hein, pas dans les grands textes, très concrètement, des collaborations avec des groupements équivalents en Allemagne, ailleurs, etc. Votre question, qui est évidemment essentielle, concerne davantage nos confrères de l'ANAFE et de Migre Europe, que je vous invite du reste à aller voir. Ils sont là-bas. Nous, c'est vrai qu'on a une action qui est très circonscrite au territoire français. Après, évidemment, lutter pour une politique de l'accueil en général, de l'accueil linguistique, quelle que soit la langue, évidemment de l'accueil aussi économique, c'est quelque chose qui est très important, mais comme le disait Julien tout à l'heure, le premier jalon, c'est déjà la dignité des gens, ou en tout cas la non-indignité. Enfin, il y a quelque chose où il y a vraiment... Des étapes qui sont considérables à passer pour sortir de ces ténèbres d'une politique extraordinairement mal faite. Mais je pense que réellement, pour la question spécifiquement, c'est plutôt avec ces associations. Alors, nous, on travaille avec des partenaires en Autriche qui font exactement ce qu'on fait. Et eux, ils ont le même service que nous, mais en Autriche. Alors, eux et nous, on collabore sur les messages et tout ce qu'on a appris ensemble, parce qu'on fait partie d'un groupe de travail au sein de l'Union européenne qui fait des études sur les actions associatives pour la rentrée dans le travail des réfugiés partout en Europe. Alors, nous, on donne notre point de vue en tant qu'association pour donner cette information auprès des gouvernements, aux agences d'emploi et des institutions pour les montrer ce qui marche sur le terrain, en fait. Et maintenant, dans ce groupe de travail, on a invité des autres associations qui font comme nous on fait en Allemagne aussi. Oui, et on est avec l'OCDE aussi, on parle avec la Slovénie pour essayer de les aider à faire le même type de travail aussi en Slovénie, où ils ont moins de réfugiés, mais ils ont vraiment envie de faire les mêmes actions. Merci à tous les quatre. Je vous demandais d'applaudir copieusement toutes les associations qui sont venues ce soir. عندك مسكن صعب انك تنتظر شهرين في شهر صعب يعني ايام صعب زي ما انت شايف الان. L'accueil en Italie était très pauvre en fait et il a voulu continuer pour arriver jusqu'en France parce qu'il avait espoir qu'en France ça allait être mieux, mais jusque là en France il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment un grand accueil.